À la une de ce journal, le président de la République reçoit le général de division Bruno Baradze, commandant de la force Barkhane. Les ministres de l'élevage et de l'environnement visitent des directions relevant de leur département. La délégation générale Tazour lance à Kifa la dernière composante financement et suivi au profit des coopératives agricoles de la Saba. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition du journal. Comme annoncé dans les titres, le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, a reçu le général de division Bruno Baradze. C'était aujourd'hui, commandant de la force Barkhane. Les entretiens ont porté sur la situation au Sahel et les questions d'intérêt commun. Le ministre de l'Élevage a effectué ce mardi des visites d'information au niveau de certains services relevant de son département. M. Brahim Waloul Mohamed Lemine a saisi cette opportunité pour assurer que l'Office national des recherches est fin prêt en ce qui concerne le suivi de la santé animale. Mohamed Khaddad. C'est une visite d'information et de prise de contact dans certaines directions relevant de son département que vient d'effectuer le ministre de l'Élevage, comme ici à l'Office national de recherche et de développement de l'élevage et du pastoralisme, dont le directeur général, M. Mohamed Lemine Haki, lui a présenté des explications détaillées quant à la mission, les résultats et les réalisations déjà accomplies par l'Office avant de visiter une ferme pilote pour la culture des fourrages verts au sein de l'Office, renfermant des espèces animales pour les expériences du laboratoire de biologie moléculaire. La seconde étape de cette tournée du ministre de l'Élevage était la direction des services vétérinaires où il a suivi, en compagnie de sa délégation, des explications techniques sur cette structure et les missions dont elle est investie, en plus de programmes gouvernementaux exécutés en matière de santé animale et de sécurité alimentaire d'origine animale, ainsi que les perspectives ambitieuses de la direction. La troisième étape de la visite du ministre était la direction des filières animales où il s'est informé sur le déroulement du travail et les difficultés rencontrées. Il a également visité l'inspection intérieure du département dont le responsable, M. Ahmed Salm El Boubout, lui a fait une présentation détaillée de ses missions. À la direction des stratégies de la coopération, du suivi et évaluation, le ministre et sa délégation ont également pris connaissance du prix des viandes cette année par rapport à l'année précédente, des productions animales, le lait et les produits laitiers, au cours d'une présentation faite par la directrice générale de cette direction des stratégies. Évoquant cette tournée, le ministre de l'Élevage a déclaré qu'il s'agit de visites de terrain pour rappeler l'importance de ce secteur qui est un pilier essentiel de notre tissu économique et social, conformément aux orientations du président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, pour faire progresser le secteur et le moderniser. Il convient de noter que le ministre a rassuré les éleveurs, producteurs et acteurs du secteur que le gouvernement a pris toutes les mesures pour assurer l'approvisionnement en médicaments à l'heure actuelle à travers des équipes de terrain implantées dans les différentes wilayas concernées par des cas de maladie et qu'une préparation complète a été entreprise pour disponibiliser les médicaments pour couvrir les besoins en matière de vaccination animale.
La ministre de l'Environnement et du Développement durable, Mme Leila Ali Camara, était, elle, l'hôte aujourd'hui de la direction de la Grande Muraille Verte, sur laquelle elle a été édifiée sur ses objectifs et les problèmes auxquels elle fait face. La ministre a déclaré en marge de la visite son appui à la direction de la Grande Muraille Verte pour qu'elle puisse dépasser ses difficultés et accomplir sa mission dans les meilleures conditions. Nous l'écoutons. La Grande Muraille Verte de manière très symbolique, parce qu'il s'agit effectivement d'un projet, d'un programme, d'une ambition de son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour ce programme de réhabilitation, de restauration de l'écosystème environnemental, qu'il soit non seulement forestier, mais également économique et scientifique dans les 6 régions de la Mauritanie. Le projet de la Grande Muraille Verte, qui date des années 2007 et qui a été mûrement réfléchi entre 11 pays aujourd'hui pour faire en sorte effectivement que le changement climatique, qui est une réalité, impacte de manière, je dirais, moins le changement climatique pour nos populations. Donc lors de l'entretien d'aujourd'hui, nous avons pu effectivement, en tout cas moi-même, avoir une bonne vision de ce qui a été réalisé aujourd'hui au niveau de la Mauritanie et bien sûr du chemin long qui reste à parcourir. Mais nous sommes très confiants que ce chemin, effectivement, qui aura un rattrapage de la Mauritanie vis-à-vis effectivement des pays limitrophes et que nous allons effectivement redoubler d'efforts pour mettre en place les ambitions de son Excellence. La Grande Muraille Verte, c'est une vaste ambition pour notre écosystème, comme je l'ai dit, mais également pour nos populations. Il s'agit effectivement de redonner tous les moyens nécessaires à nos populations qui sont dans ces localités pour faire face, et en tout cas pour être résilients vis-à-vis de l'environnement, je dirais, écologique actuel, des changements climatiques. Donc leur redonner les moyens de subsistance dans des activités, qu'elles soient traditionnelles ou nouvelles, que sont l'agriculture, l'élevage, et pour certaines parties, effectivement, la pêche. Leur redonner les moyens en termes d'énergie, en termes de techniques de production. Et donc, nous ne devons pas oublier, effectivement, que la Grande Muraille Verte regroupe tout cela. Nous avons souvent tendance, effectivement, à croire qu'il s'agit de la restauration uniquement des sols. Bien sûr, elle est importante, mais il y a vraiment deux autres volets, 2 autres composantes qui sont importantes, qui sont justement ce volet économique, et également un volet scientifique de savoir-faire et de connaissances que nous devons capitaliser dans notre pays pour justement élargir et étendre ce savoir-faire-là à d'autres régions qui ne sont pas aujourd'hui dans le tracé de la Grande Muraille Verte, mais qui sont tout aussi vulnérables. Et donc, il est important que nous capitalisions cette expérience-là. Il y a une coalition qui a été mise en place. Cette coalition regroupe différents départements, différents ministères. Et nous devons faire en sorte que ces ministères qui sont impliqués, ce travail en commun, soit le plus efficace et le plus efficient possible. Pour qu'effectivement, nous tirions vraiment la substance scientifique moelle de cette coalition et qui puisse nous donner justement l'élan nécessaire au rattrapage de notre retard aujourd'hui et de nos ambitions futures. Bien sûr, nous savons tous que la Grande Muraille Verte a connu des moments difficiles. Nous avons aujourd'hui un niveau directeur général. Le président de la République lui a fait confiance. Et moi, en tant que ministre, je lui apporte aujourd'hui toute ma confiance, mais également toute ma disponibilité, effectivement, à pouvoir échanger cette question et à mettre en place un programme, des projets, et également un plan d'action qui soit vraiment en cohérence avec nos ambitions. Pendant ce temps, le secrétaire général de son département présidait l'ouverture des travaux de l'atelier portant sur la restitution de l'étude portant sur la cartographie des institutions impliquées dans l'élaboration du plan national d'adaptation au changement climatique. Cette rencontre, organisée en partenariat avec le Fonds vert pour l'environnement et les États-Unis, visait à sensibiliser et à impliquer les décideurs et les groupes vulnérables sur l'importance du renforcement continu des capacités techniques, logistiques et financières des institutions nationales, ainsi que leur structure décentralisée face au choc climatique. Abdoullah Damaba.
Cette rencontre a pour objectif de sensibiliser les décideurs, les élus et les groupes vulnérables des risques liés au changement climatique et son impact à l'échelle nationale grâce au renforcement continu des capacités techniques, logistiques et financières des institutions nationales. Cet atelier vise à intégrer l'adaptation de manière cohérente dans les politiques et programmes. Zatvi Ould Sidi Mohamed, secrétaire général du ministère de l'Environnement et du Développement durable, a mis en avant l'objectif de cet atelier, à savoir renforcer les capacités des acteurs et élus afin d'adopter des plans d'adaptation au changement climatique. Il a en outre mis en avant la stratégie nationale mise en œuvre dans ce secteur. L'accord de Paris sur le climat en 2015 qui représente une étape importante pour la diplomatie climatique, ont pour objet réduire la vulnérabilité aux impacts du changement climatique en renforçant la capacité d'adaptation et la résilience et faciliter l'intégration, l'adaptation au changement climatique dans les politiques et processus de planification et de financement du développement. Mesdames et messieurs, honorables invités, pour dérouler son processus d'adaptation au changement climatique, la Mauritanie accorde une place de choix à l'objet de notre atelier d'aujourd'hui, à savoir le renforcement des capacités des élus, des décideurs et des personnels techniques, sans oublier bien sûr les groupes vulnérables dans le domaine du changement climatique. Des rencontres similaires vont être organisées dans les villages du Trarza, du Brakna, du Gorgol, du Guilimaha, des Dohot, entre autres. La délégation générale pour la solidarité nationale et la lutte contre l'exclusion, Tazour, renforce son actif dans les wilayas de l'Assaba et du Tagan. Hier, le délégué général de cette institution a posé la première pierre d'une centrale hybride dans la localité de Nimlan, dans le cadre du programme d'électrification de 31 localités rurales. Et ce matin, il a donné à Kifa le coup d'envoi de la dernière composante du financement et suivi du programme au profit de 31 coopératives agricoles au niveau de l'Assaba. Aminata nous fait le point sur ces deux activités. Moderniser les infrastructures éducatives, mais également s'assurer de la bonne exécution des travaux tels qu'impartis dans les cahiers des charges, c'est l'objectif de la visite du délégué général à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion, Tazour Mohamed Ali Ould Sidi Mohamed au Tagan. À peine foulé le sol de la wilaya, le délégué, accompagné du wali de la wilaya, Haddadim Pali Yatera, se sont immédiatement rendus à l'établissement fondamental de Tijikja. Sur place, le délégué et le wali ont été édifiés sur l'état d'avancement des travaux avant d'effectuer une visite dans les différentes salles de classe. Après l'école fondamentale de Tijikja, ils se sont rendus au lycée en cours de construction au niveau d'Unbeka. Là également, le délégué a été édifié sur l'état d'avancement des travaux et ils espèrent que cette école sera livrée au 31 octobre prochain. À la fin de sa visite, le délégué a indiqué que les travaux ont avancé à 80% et que les délais impartis dans les cahiers des charges sont respectés, indiquant que ces infrastructures permettront de renforcer l'éducation au niveau de ces zones défavorisées et qu'ils permettront de donner les mêmes chances à tous les fils de la Mauritanie conformément aux instructions du président de la République et aux engagements du gouvernement. Après Tijikja, le délégué général à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion Tazour s'est rendu au niveau de la localité de Nimlan qui va bientôt inaugurer son projet d'électrification. Sur place, le délégué s'est réuni avec les habitants de la ville, réaffirmant l'engagement du gouvernement à accompagner les populations, mais également à mettre en place des infrastructures modernes pour permettre à ces derniers de bénéficier des projets moderne. L'un des exécutants du projet a déclaré à notre micro que la centrale solaire va être mise en place à travers l'énergie renouvelable et qu'elle est d'une capacité de 364 kW. Le générateur est d'une capacité de 95 kW et qu'il est entièrement financé par Tazour et exécuté par une société mauritanienne dénommée Technosystem et que le délai des travaux est de 8 mois.
Après le Tagan, le délégué général à la lutte contre l'exclusion s'est rendu au niveau de la wilaya de la Saba. Là également, le délégué s'est enquis de l'état d'avancement des travaux du lycée d'Aguairat avant de s'entretenir avec les acteurs du secteur agricole. Sur place, le délégué a mis l'accent sur l'importance de cette composante qui vise à encourager les agriculteurs. Il poursuit en indiquant que 31 coopératives féminines vont bénéficier d'intrants agricoles et de matériaux ainsi que des voitures tricycles. À la fin de la réunion, le délégué a supervisé la cérémonie de distribution de 3000 grillages au profit de ces coopératives précitées. Le président du conseil régional de la ville s'est réjoui de la supervision du délégué général de Ta'azour de cette activité, indiquant que les coopératives ciblées vont bénéficier de ces grillages de façon équitable. La capitale économique du Maroc, Dar el-Bela, a abrité ce mardi les travaux de la deuxième édition du Forum économique mauritano-marocain. L'ordre du jour de ce forum, auquel ont pris part plusieurs hommes d'affaires et entrepreneurs, a porté sur les moyens de renforcer le partenariat et les investissements entre les hommes d'affaires des deux pays. Amina Mtkhalil. Plus de 150 hommes d'affaires mauritaniens et marocains prennent part à la deuxième édition du Forum économique mauritano-marocain qui se tient cette année à Dar el-Bela au Maroc, organisé par l'Union nationale du patronat mauritanien et la Confédération générale des entreprises du Maroc. Ces rencontres compte booster la coopération économique bilatérale. Le président de l'Union nationale du patronat mauritanien, Zain el-Abidine Ould Cheikh Ahmed, a affirmé que ce forum témoigne de l'état des relations empreintes de cordialité et d'amitié entre les deux peuples. Il a aussi mis en avant les opportunités d'investissement dans le secteur agricole pour les investisseurs marocains. Il a enfin indiqué la volonté du président de la République, Mohamed Ould Cheikh el-Ghazouani, et du roi du Maroc, Mohamed VI, à renforcer davantage les liens économiques entre les deux États. Naja Fattah Alaoui, ministre de l'économie et des finances du Maroc, a magnifié la nouvelle impulsion de la coopération mauritano-marocaine. Elle a enfin indiqué que ces rencontres constituent une opportunité de développer et renforcer les relations commerciales et économiques. Le président de la Confédération générale des entreprises du Maroc, Chakri Boulhej, a mis en avant la nécessité pour les secteurs privés des deux pays à solidifier les relations commerciales bilatérales. Il a aussi précisé qu'il est important de renforcer la coopération dans le domaine agricole, de la santé, du secteur halieutique, des énergies renouvelables, entre autres. Plutôt d'un reportage d'Abdoul Adamaba. Les parties impliquées dans la mise en œuvre du deuxième plan de la stratégie de croissance accélérée et de prospérité partagée, la SCAP, étaient conviées ce matin à un atelier sur la priorisation stratégique des Nations Unies pour le développement durable pour la période 2024-2027. Le nouveau plan, qui constitue le cadre de coopération entre notre pays et le système des Nations Unies pour les 4 prochaines années, s'articule autour des axes prioritaires des objectifs du développement durable. C'est un récit d'Amina Mtkhalil. L'atelier organisé par le ministère des Affaires économiques vise à déterminer les priorités de coopération entre notre pays et le système des Nations Unies pour la période 2024-2027. Intervenant par la circonstance, le secrétaire général du ministère des Affaires économiques et de la promotion des secteurs productifs, M. Mohamed Mustafa Ould Abdi Ould Djid, a précisé que la révision des priorités intervient dans un contexte mondial marqué par la pandémie Covid-19 et la guerre en Ukraine, qui ont constitué des défis nécessitant de nouvelles approches et des plans de résilience et de riposte à prendre en compte lors de l'élaboration de nouvelles stratégies de coopération sur le long et moyen terme. Enfin, le secrétaire général a indiqué que la vision du président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh el-Ghazouani, conçoit un plan de croissance économique accéléré qui tient compte de l'égalité et la non-discrimination conformément aux exigences de la bonne gouvernance. Quant au représentant des Nations Unies par intérim, il a exprimé sa satisfaction du nouveau plan de coopération prévu. Axé sur les besoins du pays et des partenariats renforcés, le plan cadre appelle une nouvelle façon de travailler pour plus d'impact et de complémentarité au sein du système des Nations Unies
et nécessite des interventions collectives et intégrées, des efforts mutualisés, des ressources et des compétences mobilisées auprès de l'ensemble des fonds, agences et programmes qui le composent, indépendamment de leur présence physique ou non en Mauritanie. Il repose alors sur une analyse de la situation du pays en matière de développement et de ses priorités dans la mise en œuvre des ODD, en tenant notamment compte de l'obligation de ne laisser personne en rade. Pour sa part, le directeur adjoint des stratégies de croissance au ministère, M. Sidati Ould-Sidati, a ajouté que la présente stratégie entre dans le cadre du programme de prospérité partagée adopté par le gouvernement il y a 1 ou 2 mois. Un programme qui met en avant les priorités nationales qui doivent se refléter dans les programmes de développement généraux et sectoriels. Il est attendu que le présent atelier donne lieu à l'élaboration d'un plan de coopération de qualité adapté aux réalités vécues par notre pays et tenant compte des priorités du domaine du développement durable. 150 pêcheurs artisanaux ont achevé une formation de 4 mois centrée sur la persévérance, la fabrication des filets, leur montage et d'autres domaines liés à l'activité de la pêche artisanale. La formation avait pour cadre le centre de Bullowar, relevant du centre de formation et de perfectionnement de l'Académie navale. Retour à Amina Mtrlil. 156 est le nombre des pêcheurs artisanaux sortant de l'Académie navale après une formation accélérée d'1 mois. Les pêcheurs ont reçu des entraînements dans les localités d'Evernan, Bullowar et Nouadhibou. Intervenant lors de la cérémonie de remise des attestations, le commandant de l'Académie navale, M. Aboubakrin Sidi Hanan, a précisé que la promotion sortante a reçu une formation intensive comprenant la résilience, la discipline, le travail d'équipe ainsi que les aspects purement techniques de la formation, dont la sécurité, la pêche responsable et les appareils de navigation maritime, entre autres. La promotion sortante a suivi des cours théoriques et d'autres pratiques visant à permettre à ses membres de maîtriser les exigences de la pêche artisanale. Une approche visant, selon M. Daoul Ali, chargé de mission au ministère des Pêches et de l'économie maritime, à permettre aux jeunes Mauritaniens d'intégrer le domaine de la pêche dans le cadre de la structuration du secteur et la lutte contre la pauvreté et le chômage. Quant à la représentante du projet Trax Promo Pêche, partenaire de l'Académie navale, elle s'est réjouie de la sortie de la présente promotion ayant différentes spécialités. À la fin de la cérémonie, les membres de la promotion sortante ont reçu, en plus de leurs attestations, des sommes d'argent liquide destinées à leur faciliter l'intégration dans le domaine de la pêche artisanale. L'actualité nationale marquée par ailleurs au volet de l'enseignement supérieur par le lancement du projet sur la mobilisation des ressources financières pour la recherche scientifique à l'Université de Nouakchott. Mohamed Khattat nous en dit plus sur ce projet financé par la coopération française. C'est un atelier que lance l'Université Al-Asriya de Nouakchott pour améliorer le financement et la recherche en son sein, en vue de créer un écosystème de la recherche autonome, conformément à la stratégie de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. L'occasion pour le conseiller chargé de la communication au ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, M. Idoumou Mohamed Lamine, de rappeler la place de choix qu'occupe l'éducation et l'enseignement supérieur, en particulier sur la liste des priorités du programme du président de la République, soulignant les résultats et les réalisations obtenus au cours d'une période relativement courte, malgré la difficile conjoncture internationale. D'où, soulignera-t-il, la tenue de cet atelier scientifique financé par la coopération française. La recherche scientifique étant un axe majeur de la stratégie de développement du secteur de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Pour sa part, le président de l'Université de Nouakchott Al-Asriya, M. Cheikh Saad Bou Kamara, il a expliqué que la recherche scientifique constitue l'un des axes les plus importants du plan triennal 2022-2024 de l'université. Améliorer le financement et la recherche à l'Université de Nouakchott, fier UN, que nous sommes aujourd'hui réunis pour son lancement.
Il vise la mise en place de structures qui permettront de générer des ressources propres pour le développement de la recherche scientifique de l'Université de Nouakchott. Son programme s'articule autour de 3 axes. Valorisation des résultats des recherches passées et actuelles, création d'une fondation avec des partenaires privés et internationaux et développement d'une unité mixte de recherche qui travaillera sur l'environnement marin et les zones humides. Notre université fonde beaucoup d'espoir sur ce projet afin de résoudre l'épineux problème de financement de la recherche scientifique. Nous espérons que les acquis de ce projet constitueront une expérience féconde dont profiteront d'autres établissements d'enseignement supérieur. À cette occasion, je ne peux qu'exprimer toute notre gratitude à la coopération française qui nous a toujours appuyés et qui continue de nous soutenir notamment à travers ce projet, ainsi qu'à l'IRD et à l'INSA de Lyon, qui constituent nos partenaires académiques et techniques dans le cadre de ce projet. L'atelier a été marqué par des interventions de la directrice de l'Institut de recherche et de développement de Dakar, Mme Elisabeth Henry, du conseiller à la coopération et à l'action culturelle à l'ambassade de France à Nouakchott, M. Bernard Rib, et du coordinateur de l'Institut national de la recherche et des applications à l'Université de Lyon en France, M. Jean-Yves Toubema. Tous ont loué la tenue de cet atelier sur l'avenir de la recherche scientifique en Mauritanie, affirmant être au service des chercheurs, encadrants et étudiants pour acquérir au plus vite des standards internationaux afin de donner à cette structure la visibilité internationale pour aller chercher des financements. L'organisation de cet atelier a également été marquée par la signature d'une convention de coopération entre l'Université de Nouakchott Al-Asriya et l'Institut national de recherche appliquée de Lyon. La commune de Tayaret a abrité aujourd'hui une réunion qui regroupait autour du Walid de Nouakchott Nord les acteurs impliqués dans l'opération pédagogique. Une rencontre qui s'inscrit dans le sillage des séries de concertations enclenchées par le département de l'éducation nationale et de la réforme du système éducatif. Les préparatifs pour la rentrée scolaire 2022-2023 vont bon train dans notre capitale. Dans ce cadre, le Wali de Nouakchott Sid a tenu une réunion avec les responsables de l'enseignement public et privé de la Muqata'a de Tayaret. L'occasion pour le Wali de Nouakchott Sid de souligner l'importance de la rencontre qui permettra de connaître la situation des établissements scolaires et d'étudier des actions à entreprendre pour assurer une bonne rentrée. De son côté, le maire de la commune de Tayaret, M. Ahmed Ali, a salué le rôle joué par l'enseignement privé dans le développement du pays. La réunion s'est déroulée en présence des élus locaux et des représentants du bureau de l'association des parents d'élèves. Direction à présent le siège de la wilaya du Tiris Zemour qui a abrité ce mardi la signature des contrats d'exécution d'un nombre de projets relatifs à des infrastructures de base entre la fondation de la SNIM et certains entrepreneurs au profit des habitants de la wilaya. Un reportage de Naja Jekani. Les locaux de la wilaya du Tiris Zemour ont abrité une réunion des autorités administratives sur la signature des projets d'infrastructures de base tels que la construction des mosquées, des écoles, des jardins d'enfants et de marchés, ce qui profite à un certain nombre de communes, ainsi que le centre administratif de Choum, relevant de la wilaya de l'Atrar, dans le cadre de la première phase des projets de la Fondation SNIM pour l'année 2022. Sachant qu'au total, 26 projets ont été réalisés par la Fondation SNIM pour un coût global de 600 millions émerus. L'occasion pour le Wali du Tiris Zemour, M. Mohamed Mokhtar Al-Abdi, de rappeler aux acteurs, en particulier les entrepreneurs locaux, que la protection de l'environnement est la responsabilité de tous. Le Wali a exhorté les entrepreneurs au travail d'équipe qui garantira l'efficacité, la qualité et la quantité de ces projets mis en place par la Fondation SNIM visant le développement des infrastructures de la wilaya et le rapprochement des services du citoyen. Pour sa part, le directeur général de la Fondation SNIM, M. Mohamed Mahmoud Al-Sidina, a précisé que cette signature est un engagement envers tous, notamment l'autorité de financement qui supervise ces travaux, ainsi qu'à l'endroit des entrepreneurs et hommes d'affaires à réaliser un travail sérieux, exécuté dans les délais prévus. Il est à noter que ces entrepreneurs ont été engagés sur la base d'une étude approfondie des offres qu'ils ont soumises dans le cadre d'un appel d'offres
auquel ont participé de nombreux entrepreneurs de la wilaya, selon les représentants de la fondation SNIM. Avant de refermer ce journal, les quantités de pluie enregistrées la veille dans certaines wilayas. À présent, le rappel des principaux titres de cette édition. Le président de la République reçoit le général de division Bruno Baradz, commandant de la force Barkhane. Les ministres de l'élevage et de l'environnement visitent des directions relevant de leur département.
La délégation générale Théazour lance la KIFA, la dernière composante financement et suivi au profit des coopératives agricoles de la Saba. C'est la fin de cette édition. Merci pour votre attention. Excellent moment avec le reste des programmes d'El Mauritania. Au revoir.